Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale pour une nouvelle émission sur la Vuelta 2024 qui tient pour le moment toutes ses promesses sans spoiler bien évidemment, sans trop se tromper non plus. On peut dire que c'est le tour qui apporte le plus de suspense en tout cas au classement général. On a eu une très belle première semaine, on a eu également une belle deuxième semaine à la fois dans la bataille du classement général, mais aussi avec des échappés qui sont allés au bout, et ça on n'était plus tellement habitué avec les deux premiers grands tours de la saison. Pour parler de tout ça, de cette razzia des baroudeurs, avec moi aujourd'hui, c'est bien sûr Titien. Salut Titien, comment vas-tu ? Salut Adri, salut tout le monde. Écoute, ça va plutôt très très bien. Ça fait bizarre de voir toute la semaine des échappés aller au bout. On n'était pas habitué, comme tu dis. Je me souvenais plus que quand on avait 3-4 minutes d'avance à 10 km de l'arrivée, on pouvait encore gagner. Et oui, c'est le cas, Ça c'est le cas. arrive. Non, ça fait plaisir. On voit une belle Volta, ça continue à s'envoyer dans tous les sens, que ce soit au niveau du classement général ou des échappés. Voilà, on voit des super étapes et puis surtout on voit des super combats, des mecs qui s'arrachent pour aller gagner des magnifiques victoires. Donc ouais, c'est souvent le cas. On a souvent vu ce type de scénario avec la Vuelta, mais là on a l'impression que c'est quand même poussé à l'extrême parce que je crois qu'à part une étape au sprint, c'est arrivé en échappée toute la semaine. Donc c'était assez sympa à voir. Donc non, très belle deuxième semaine de Vuelta dans la continuité de la deuxième, et le suspense est toujours là. Il y a des belles histoires dont on va parler. Donc j'ai bien aimé et j'aime toujours cette Vuelta 2024 qui est un très bon cru pour l'instant. Ouais, et puis moi je me régale particulièrement dans ces étapes de baroudeur où c'est l'échappé qui se joue la gagne, et puis comme le dit notre ami DS de la Movistar, Vicente Garcia Costa, c'est la fuga de la fuga, quoi. Faut arriver à s'échapper de l'échappée pour aller au bout et puis pour gagner, et ça donne souvent des très belles des très beaux finales, et puis alors certaines fois c'est le plus fort qui gagne. On demandera à Quentin Paché ce qu'il en pense. Et puis certaines fois c'est un petit peu le plus malin, celui qui a le plus de réussite, celui qui a senti le bon coup, comme la victoire de Dunbar. Donc ça c'est vraiment top, et c'est aussi pour ça que ça fait plaisir de voir des échappés qui vont au bout, parce que c'est autre chose qu'un grand tour où finalement c'est tout le temps les mêmes qui gagnent, hein. Après, moi perso, si on veut parler de Pogacar, j'en veux pas à Pogacar de tout gagner, parce qu'il est fort, il aurait tort de se priver. Mais en tout cas, c'est sûr que en termes de spectacle et pour les suiveurs, c'est beaucoup plus intéressant. Donc on peut peut-être lancer un avis à ceux qui veulent viser des victoires d'étape l'année prochaine sur les grands tours. Attendez que Pogacar dévoile son programme et puis allez sur les courses où il est pas. Ouais, ça va être ça, à mon avis. Va falloir attendre de voir ce qui va se passer. Non, mais c'est clair que ça il va de partout. On voit bien que c'est la fin de saison là. Les mecs sont complètement rincés pour la plupart, et du coup Mm. ça donne quand même des scénarios assez marrants. Et ça y est, je lance mon pari. UAE ne gagnera pas cette Vuelta. Là, je Ah, commence à pas trop ouais. prendre de risques là. Ouais, là c'est sûr qu'on y a cru, hein, parce qu'on On y s'était a quand même cru, hein. quitté la semaine dernière sur presque un renversement de situation, ou en tout cas un Adam Yates virevoltant. Mais clairement, il a pas assuré cette semaine. Mais du coup, avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, par rapport au général et à tout ce qui a pu se passer, on parlait justement de ces baroudeurs. Tu l'as dit, quasiment toutes les étapes se sont jouées entre les échappés. On a eu une belle victoire de Van Aert devant Paché. Après, Dunbar, le magnifique Castillo qui nous a remporté deux étapes. Michael Woods aussi, qui est allé de son succès, hein. On l'avait vu remporter une étape au Puy-de-Dôme l'année dernière. Et cette année, il remporte à nouveau une étape en grand tour avec une très belle arrivée au sommet. Caden Groves, entre-temps, qui gagne un sprint sur une étape de montagne. Ça aussi, c'était assez marrant. C'est particulier de la C'était Vuelta, ça aussi. Ah ouais, non mais franchement, la Vuelta, c'est magnifique pour ça, quoi. Bah, déjà, c'est le seul grand tour maintenant où ils sont capables de rouler. Alors, pas aujourd'hui, hein, pas ce dimanche, mais ils sont capables de rouler à 35 pendant les 2 premières heures, de temps en temps. Mais
Bon, c'était surtout en première semaine, ça, parce qu'après, ça a un peu évolué, parce que comme les échappées ont capté qu'elles pouvaient se jouer la gagne un peu tous les jours, il y a beaucoup plus de bastons. C'est vrai qu'on a vu des belles grosses échappées aussi se débarquer et puis aller au bout à chaque fois. Est-ce que, toi, il y en a quelques-unes qui t'ont plus marqué que d'autres? Ouais, bah forcément, je pense qu'on a tous les deux envie de parler de Pablo Castrillo, qui est un peu la révélation de cette Volta. C'est souvent arrivé, hein, j'ai l'impression sur la Volta qu'il y ait des mecs un peu, alors qui sortent de nulle part. Je suis un peu allé voir sa fiche, Pablo Castrillo, il sort pas vraiment de nulle part, il a quand même fait des bonnes saisons chez les jeunes, mais là, je me souviens qu'au début d'année, il avait fait par exemple des bonnes ascensions sur le Tour de Catalogne en faisant des top 15 de montée, donc il avait montré quelques aptitudes en tout cas à bien savoir grimper, mais là, bah, voilà, 2 étapes sur la Vuelta, c'est quand même autre chose, hein, c'est de faire entrer dans la cour des grands, et c'est pas par hasard que l'équipe Ineos, elle l'a signé il y a un mois de ça, Pablo Castrillo dans son équipe pour l'an prochain, c'est que le talent, il avait déjà été repéré, et là, bah voilà, il a totalement éclos, et alors Pablo Castrillo, si tu lui mets une note, tu sais, sur les notes sur Pro Cycling Manager, là, si tu lui mets une note de résistance, je pense qu'il a une des plus grosses du peloton parce que le mec est capable d'attaquer. T'as l'impression qu'il est mort. Il met une mine, tu te dis, bon, bah, il va exploser comme aujourd'hui, là, sur l'ascension du Couto Negro. Quand je l'ai vu attaquer à 3 km, t'as l'impression qu'il est au sprint. Je me dis, mais non, mais il a pas compris. En fait, tu te dis, moi, tu sais, limite, tu te dis, mais en fait, il s'est planté, il a cru que l'arrivée était dans 500 mètres, quoi, tellement il se met à bloc. Et en fait, c'est incroyable. C'est son style aussi hein, qui veut ça. On a tout le temps l'impression qu'il est mort. Comme par exemple des mecs comme Fabio Aru à l'époque, etc. Où tu avais l'impression que dès qu'il faisait un coup de pédale, il était complètement cuit. Bah lui, c'est un peu pareil comme Thomas Vauclair. Je crois que c'est les commentateurs là qui l'ont un peu comparé avec Vauclair. Il en montre beaucoup sur le vélo. Et puis, non, bah effectivement, voilà, c'est un coureur voilà, plein de panache. On sent que là, il y a eu le décès du fondateur de l'équipe. Là, ça a dû réveiller quelque chose en lui. Et forcément, il avait envie de lui rendre hommage. Et il y a eu cette première belle victoire là, il y a quelques jours devant Max Poul, Soler, Schmid et Narvaez. L'histoire est incroyable sur cette étape. L'histoire est quand même incroyable. Quand on a parlé un petit peu, le fondateur du coup de la formation qui est décédé dans la nuit et quelques heures après, son équipe qui n'avait jamais rien remporté sur la Vuelta va claquer une étape. Franchement, en fait, c'est hommage incroyable et c'est clair que dans le final, Castrillo, il a dû y penser fortement et ça a dû l'aider. Ouais, et puis en plus, bah voilà, il a superbement bien résisté, parce que c'est quand même une montée assez roulante, cette ascension. Et puis derrière, c'était pas n'importe qui, hein, des Marc Soler, des Max Poul, des Narvaez, c'est quand même des coureurs costauds qui ont tous gagné déjà des belles victoires. Donc il a superbement résisté. J'ai adoré ce final là, avec, tu vois Max Poul qui revient en arrière-plan avec Soler, Narvaez, tout ça. Tu te dis, mais il va se faire croquer, et puis finalement, il conserve 5 secondes d'avance sur la ligne d'arrivée, et bah voilà. Après, je m'étais dit, voilà, c'est un talent, il a réussi son coup avec les émotions également qu'on a dû le traverser. Et bim, 2 jours plus tard, je m'y attendais pas à ce qu'il remporte cette victoire. En fait, déjà aujourd'hui sur cette étape, dans les quelques derniers kilomètres là, avec son style, il me paraissait déjà à fond dans les roues de Sivakov et de Vlasov. Je me disais, non, mais face à Pavel Sivakov qui joue un top 10 au général et Vlasov qui est quand même un mec qui a brillé toute l'année, c'est impossible. Et puis, il a surtout pas eu un Vlasov qui a pas roulé, donc qui était, on va dire, relativement frais entre guillemets, parce que Sivakov, il a quand même pas amusé la galerie. Et ouais, clairement à ce moment-là, on se dit bah ok, c'est pour Vlasov. Ouais, et ce qui est assez impressionnant, mais c'est les pentes qui veulent ça aussi, c'est qu'il attaque. Et t'as l'impression qu'il a jamais pris plus de je sais pas, une 50aine de mètres, et tu les vois derrière, tu vois Vlasov qui paraissait encore bien, et je me dis ouais, quand il va déclencher, l'autre il va reculer, Castrillo, et ça va être pour Vlasov, tu vois Vlasov qui revient. Et puis là, c'est il le regarde. À un moment, il y a un jeu de regard assez incroyable où, en fait, moi, je me suis dit, c'est pas le regard. T'as vu, je suis revenu à ta hauteur. Moi, j'avais l'impression que c'était un peu un regard, mais mec, comment tu fais en fait, d'où tu grimpes et d'où tu relances là. Moi, on vient de monter comme des brutes, et puis toi, t'en remets une alors que je viens de te rattraper, et on pourrait croire que c'est un peu une tendance inverse, qu'en général, celui qui rattrape après met un courant d'air. Mais là, clairement, il a retrouvé encore ce supplément d'âme dans les dernières centaines de mètres pour y aller, quoi. Ouais, ça m'a fait penser un peu, tu sais, je sais pas si tu te souviens, à l'arrivée à Mende en 2022 entre Matthews et Bettiol,
quand t'as Matthews qui est Oui, devant, oui. Bettiol qui revient, qui dépose Matthews, Matthews qui revient et qui redépose finalement Bettiol, etc. Bah, c'était un peu ça, c'était un peu, je te mets un uppercut, je reviens, je t'en remets un deuxième, je suis encore là, bah, je t'en remets un troisième, et ouais, c'était une vraie bagarre, les mecs sont allés au bout de leur effort, et puis finalement, bah, en plus avec un peu ce côté un peu légendaire qui est un peu mystique, arrivé dans le brouillard et le vainqueur qui se détache à 50 Ah, mètres, ça fait etc. Donc, Vuelta aussi. voilà, Ça, ça c'est fait génial. Vuelta, les images où Ouais, tu vois rien, t'attends un peu dans, ouais. t'attends un peu le suspense, etc. Et non, voilà, Castrillo, bah, ouais, c'est un des mecs qui va forcément marquer cette Vuelta parce que je pense que c'était un inconnu du grand public. Alors, il y a sûrement peut-être des fans de l'équipe Karen Pharma qui nous écoutent ou du cyclisme espagnol et qui le connaissaient déjà plutôt bien, mais nous, on va pas faire semblant que c'était le coureur qu'on suivait le plus, mais maintenant, c'est un nom qu'on retiendra et puis, bah voilà, il rejoindra le haut. Alors, déjà, il a peut-être pas fini de nous éblouir, hein, parce que vu ce qui reste au Ouais, programme ouais. de la troisième semaine, on devrait le revoir à l'avant. Et Et il est puis, qu'à bah, 9 points de Van Aert et Jevine au classement de meilleur grimpeur. Donc et ça peut devenir un objectif aussi. ah bah tout à fait, j'avais pas ça en tête, mais Mm. effectivement, vu comment il est fort, ouais, va falloir faire attention à lui et il faudra dans tous les cas faire attention à lui dès l'an prochain en World Tour puisqu'il évoluera donc chez Ineos et que bah voilà, on sait pas encore ce qu'ils vont faire de ce coureur, mais il y a un sacré potentiel chez lui et ces deux magnifiques victoires sur la Vuelta, quoi qu'il en soit, on lui enlèvera plus. Donc moi voilà, c'est vraiment les deux victoires en baroudeur qui m'ont marqué. Après le reste, bon bah Van Aert contre Paché, Oh, voilà, personne. le pauvre papache, le pauvre papache. Moi, je me disais, tu sais, tu vois dans le final déjà qu'il se met, il a bien senti le coup, hein, parce qu'il s'est pas fait avoir le coup du sprint intermédiaire, contrairement aux autres. Et tu vois qu'il se met à bloc pour rentrer. Et puis après, en fait, je me disais, mais le pauvre là, il doit se dire, bon bah, ok, finale à 2 avec Van Aert. Si j'arrive au sprint, je suis mort. J'aimerais bien attaquer, mais en même temps, qu'est-ce que je vais le surprendre? Et puis on voit, il a essayé dans le final d'attaquer, mais Van Aert, il a tourné la tête, il a appuyé 2-3 fois plus fort sur les pédales et il y avait clairement rien à faire, quoi. Ouais, c'est ça, mais enfin, c'est déjà super hein, ce qu'a fait Quentin Paché parce Ah qu'il ouais, ouais, ouais. il y avait pas n'importe qui hein, dans l'échappée. Il y avait encore Marc Soler, bon, de toute façon, qui est à l'avant Mm. tous les jours. Il y avait le petit Le Cerf qui est un jeune prometteur grimpeur belge, etc. Donc, non, Paché, il a pas à rougir. Et puis Van Aert, il gagne sur sa pointe de vitesse, mais à aucun moment on l'a vu non plus être en mesure de totalement décrocher Quentin Paché, etc. Mm, mm. Donc, voilà, il y avait rien à faire. Il a tenté sa chance. Derrière, il n'y a pas à rougir d'être battu par Wout Van Aert, mais c'est vrai que Paché, c'est quand même un super baroudeur qui avait un peu fait une mauvaise saison l'année dernière et cette année il revient en très très grande forme. On l'a vu très fort sur le Tour de France, je crois qu'il fait un top 5, top 6 sur l'Amstel Gold Race en début d'année. Donc il fait pas mal de belles choses et c'est vraiment un mec qui mériterait un jour d'en claquer une parce que c'est le profil typique du baroudeur, du gars qui ménage jamais ses efforts, qu'on voit tout le temps à l'avant et ça ferait vraiment plaisir que ce mec-là un jour il aille en décrocher une, mais rien à faire contre Wout van Aert, du coup, qui gagne une troisième étape. Peut-être encore, c'est peut-être pas encore fini pour Wout van Aert. Hein. Il y a encore deux, trois belles étapes en dernière semaine. Je pense Voilà, qu'il a donc, encore deux chances, ouais. et, Bon, puis le chrono à la fin aussi, ouais. qui Et pourrait, qui d'ailleurs, moi, pourrait j'ai claquer. une petite question. Pour toi, Van Aert, avec ses trois victoires sur la Vuelta, il réussit sa saison, il sauve sa saison, ou pour l'instant, ça reste une saison décevante? Je pense qu'il sauve sa saison. Euh, Sauvé parce qu'il y a eu la malchance sur de la chute sur les Flandriennes, qu'il avait très bien commencé. Donc là, c'est un peu pas de chance. Et ça le fait pas réussir sa saison parce qu'il n'y a pas eu de victoire sur le Tour de France et qu'il n'y a pas eu les performances attendues sur le Tour de France, qui s'explique voilà, par son manque de préparation aussi. Mais mais ouais, pour moi, il sauve bien sa saison. Et puis après, c'est pas fini. Hein. Il y a un championnat d'Europe et un championnat du monde. Il pourrait être. Alors, on va voir si ça, on aura le temps d'en reparler. Mais si le championnat du monde est peut-être un peu trop dur pour lui, mais en tout cas, enfin voilà, la saison n'est pas finie. Et pour moi, ça lui a fait le plus grand bien. C'est ce qu'il voulait faire avec avec le Giro. Il n'a pas pu y aller finalement, mais d'aller sur un autre grand tour que le Tour de France où il peut engranger des succès ou voilà. Après, on a vu que bah voilà, il s'est quand même fait battre au sprint par Caden Groves sur une arrivée qui lui convenait plutôt pas mal, avec un faux plat montant dans le final sur une étape difficile.
Donc c'est peut-être pas le plus grand des Van Aert, mais en tout cas on le voit à l'avant et on voit qu'il se fait plaisir aussi sur comme d'aller chercher le maillot de meilleur grimpeur là. Alors je serais surpris qu'il le conserve jusqu'à la fin, mais ouais, c'est du beau Van Aert et pour moi, ouais, il sauve sa saison et ça va lui redonner surtout plein de confiance pour repartir sur 2025. J'espère de la plus belle des façons. Ouais, bah non mais je suis d'accord avec toi, c'est plutôt pour l'instant une saison sauvée et puis évidemment s'il y a un titre de champion du monde, les galères du printemps seront Mmh. forcément oubliées. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et, et il y avait, ouais, moi j'avais envie de parler du final, juste avant qu'on passe au général, de l'étape 11, là, l'étape que Dunbar gagne. Euh, Il y avait une très grosse échappée où, ils étaient, je sais pas, ils étaient 25, 30, enfin ils étaient un paquet. Et, euh, et puis on pense que tout va se jouer dans la dernière bosse. On a les plus costauds qui sortent. Alors, de mémoire, il y avait euh, Verona, je crois, Ouais, Béradé, Zana qui était là aussi et puis ouais, un autre il y avait Zana. je me souviens plus. Je sais plus si c'était ou Narvez, il était peut-être un Non, il peu était plus juste loin. derrière Narvaez, il y avait Ouais, Hermans c'est qui ça, était il derrière était. aussi, voilà, enfin ils il- étaient 3-4 il- devant. Voilà. Et puis, bon, puis clairement, on se dit, ça y est, c'est parti à la pédale, ça va se jouer la gagne. Et puis en fait, ils arrivent pas à s'entendre. Juste après la descente, il y a une petite portion plate, ça revient, ça regroupe. Et là, on a un final absolument top où c'est, bah vas-y, j'attaque, je tente, j'y vais. Et puis Dunbar qui a quand même eu quelques malchances dans sa carrière. Hein. Il a déjà 28 ans. Il avait fait, je crois que c'était un beau Giro l'année dernière. Hein. Oui, il fait top 10 Ouais, ouais, et du même, général. même dans les meilleurs jusqu'aux toutes dernières étapes, il était pas loin Ouais, d'être dans le top 5 au début. ouais, ouais. Et puis il a enchaîné les malchances au début de saison. Il finissait pas une course. Et là, bah voilà, il a dit à la fin, ouais, je pensais que j'étais plus fait pour ce sport et plus fait pour être cycliste. Et puis c'est un peu sur un coup de, c'est pas un coup de dé, mais il a bien senti le coup. Il a eu la réussite qu'il fallait et comme quoi certaines fois la réussite peut sûrement relancer les carrières. Et voilà, moi j'ai trouvé ça très sympa. Il était hyper ému après l'arrivée. Il en revenait pas, mais en tout cas il a hyper bien senti le coup dans le final. Et voilà, il ôte la victoire à Quinten Hermans, qui était sûrement le plus rapide, mais qui a pas réussi à manœuvrer correctement. Et puis aussi, j'en avais parlé dans la preview de cette Vuelta, Max Poul, qu'on voit beaucoup à l'avant là il tourne autour. Hein, il avait fait Malchanceux hein, au début de la Volta avec sa chute. en plus, ouais, ouais. Mais du coup, ouais, il tourne autour, donc en espérant que ça sourisse sur la troisième semaine, mais en tout cas, on devrait le revoir. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Ouais, on a On fait le peut tour. peut-être passer au classement général. En gros, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine, pendant cette deuxième semaine, on a vu pas mal de choses. Hein. On pensait que voilà, on s'était quitté sur le formidable coup du AE. Et, euh, et au final, une semaine après, on se retrouve un petit peu comme on l'avait senti, avec un Roglic qui a refait une bonne partie de son retard, qui est plus qu'à 1 minute 03 d'O'Connor. Henrik Mas, qui se montre costaud, mais qui n'a pas repris encore de temps à Roglic. Il est à 2,23 d'O'Connor, toujours. Puis derrière, bah, ça se précise un petit peu quand même pour le podium, même s'il y a encore quelques concurrents avec bah, notamment, je pense, Carapaz et Landa derrière. Pour moi, c'est trop juste. Euh, Bah, je sais pas, peut-être qu'on peut commencer par la semaine de Ben O'Connor, qui est quand même toujours maillot rouge, mais qui, petit à petit, perd du temps, perd son avance. On l'a vu un peu, pas exploser, mais quand même prendre régulièrement, en fait, perdre du temps. Et ça annonce pas d'une très, très, très bonne chose, je pense, pour la troisième semaine.
Ça annonce pas de très bonnes choses. Il a encore maillot rouge, il faut le signaler. C'est vrai. Voilà, il a perdu les 3/4 de son pécule qu'il avait sur Roglic. Il a encore une minute parce que Roglic s'est pris 20 secondes de pénalité aujourd'hui pour abri prolongé près de la voiture. Un bel abri. Bel Ah, abri, un bel voilà. abri. Mais voilà, une minute sur Roglic, déjà avec une minute au début du dernier contre-la-montre, je pense qu'il serait pas très serein, Ben O'Connor, même s'il roule bien. Non, mais on va pas se faire de... Il fait une belle Volta, Ben O'Connor, il résiste très bien, mais il gagnera pas cette Volta si ça continue comme ça, parce que voilà, Roglic est déjà revenu trop près. Il y a encore 3 étapes de montagne, plus un chrono. Et puis on pense à quand même cette avant-dernière étape la dernière étape de montagne qui sera samedi prochain, avec ses 4500 mètres de dénivelé positif. Enfin voilà, ça va faire très très mal, le chrono aussi, donc... Ben O'Connor, voilà, il se défend bien, il gagnera pas cette Volta, mais je pense que s'il optimise sa manière de rouler, il peut tenir sur le podium. Ah, encore aujourd'hui, là, Ouais, il ouais, a merdé, hein. ouais, C'est mais fou, ça. c'est fou. Mais Il- il y a pas de directeur sportif dans la voiture, c'est bizarre, hein. C'est le brouillard. Avec le brouillard, ça passait pas. Non, Non, mais mais ouais, ouais, t'as ouais, raison. mais moi je trouve ça dingue en fait. Ouais, il l'avait fait une fois au Giro, il l'a refait déjà là sur cette Vuelta à vouloir suivre Roglic et à exploser. Et là, quand on voit, comme moi, quand je vois que c'est le seul dans la roue de Roglic, je me dis bah il est en train de refaire la même chose quoi. Et du coup après bah il pète et il s'en sort bien parce qu'aujourd'hui il aurait pu perdre beaucoup plus de temps. Euh, mais euh, mais ouais c'est enfin je comprends pas. Je comprends pas. Ouais, je sais pas, c'est vraiment un coureur qui fonctionne, je sais pas, à l'instinct, au mental, etc. Mais oui, aujourd'hui, il était fort, hein, il était fort aujourd'hui et il aurait pu perdre, allez, il a quoi, perdu près de 40 secondes, il aurait pu en perdre 25 s'il avait Mmh. mieux géré parce il était quand même dans une très bonne journée, Ben O'Connor, donc c'est un peu dommage. Toujours est-il que si on prend le classement voilà, général aujourd'hui, alors à part Roglic qui a une minute derrière, ils sont encore tous après 2 minutes 30. Et puis, bah voilà, tous ces coureurs là, Henrik Mas, alors Mas il est fort, mais voilà, c'est pareil, en dents de scie, aujourd'hui il était fort. L'autre jour, il était fort sur le Puerto de Ancares ce vendredi, et puis il a finalement complètement explosé. Carapace, Mmh. depuis son numéro de la semaine dernière, on a l'impression qu'il est plutôt très content d'être là, et que s'il arrive à faire podium, bah voilà, je pense il sera pas mécontent, parce que finalement, on sent que voilà, par rapport aux 3-4 meilleurs grimpeurs, Il c'est un marque petit un peu peu le pas, on difficile, il dirait. marque Enfin, le pas, ouais, il c'est marque un ça. peu le pas. Après, il a jamais été transcendant sur cette Vuelta, sauf l'étape où il fait un numéro. Mais Ouais. Mais t'as l'impression, alors soit il en garde, enfin il en garde sous le pied. Je pense pas que ce soit vraiment ça, mais disons que Carapace, le style de course et de coureur où on le voit virevoltant, c'est rarement quand il est avec les favoris à 3 kilomètres de l'arrivée et puis qu'il faut attaquer. C'est plus dans ces grandes envolées et voilà, je pense qu'il retentera. Et l'avant-dernière étape, celle du Picom Blanco samedi prochain, peut lui convenir pour tenter de renverser un peu tout. ouais, c'est ça. Mais j'ai envie de dire que si on résume un petit peu la situation au classement général, celui qui se montre malgré tout, malgré le fait qu'il soit pas transcendant et au niveau, à mon avis, auquel on a pu le connaître, c'est quand même Primoz Roglic qui est en pole position pour remporter cette Vuelta. C'est le meilleur rouleur, donc c'est lui qui sera le plus avantagé par le dernier chrono. Même si en montagne, il survole pas la concurrence comme on aurait pu l'imaginer, ça reste le gars le plus solide, hein. Je pense que voilà, jour après jour, il a jamais vraiment finalement perdu vraiment de temps sur ses adversaires. Le seul qui s'est montré un peu supérieur en montagne, c'est Henrik Mas, mais qui a également bien craqué. Ou alors finalement, il a jamais repris de temps à Et Primoz puis, Roglic. Donc il faut reprendre une 20 pour Mas aussi. oui, Il a quand oui. même une 20. Donc c'est Une 20 de retard, une 20 de plus retard. un chrono. C'est ça. Donc vraiment Primoz Roglic, pour moi, le seul qui peut lui faire perdre cette Volta, c'est lui-même finalement. C'est des problèmes de dos, c'est finalement une forme qui est pas transcendante et sur une journée ça pourrait craquer, mais c'est quand même pas le style du bonhomme. Donc voilà, moi je trouve vraiment que il est en pole position. Certes, il est pas en tête du classement général, mais je pense pas qu'O'Connor soit une menace pour lui. Derrière, pour le podium, ah, franchement, c'est hyper incertain. Je pense que quand même Ben O'Connor est en pole position
pour finir sur la deuxième marche du podium. S'il court bien, s'il arrête de se... Enfin, alors évidemment, c'est plus... Enfin, une fois qu'on a le maillot rouge, on a envie de défendre sa position, mais je veux dire que s'il court comme un mort de faim en mode je défends mon maillot coûte que coûte, bah ça peut lui coûter très cher. Inversement, s'il garde ce niveau de forme et qu'il court intelligemment, il a quand même un bon pécule, hein, et pour moi, il est meilleur rouleur que Mas, Carapace ou Landa. Donc vraiment, ce podium, il peut le tenir Ben O'Connor et ce serait son premier au Grand Tour, ce serait une formidable récompense. Donc je pense que maintenant l'équipe Decathlon, en plus qui a plus à se soucier de Félix Gall parce que Félix Gall a complètement explosé aujourd'hui, doit vraiment se mettre le paquet sur cet objectif. Pour moi, la Volta, alors certes O'Connor, il aurait bien aimé la gagner, mais s'il finit sur le podium et même la seconde place, elle sera plus que réussie. Donc voilà, c'est le favori. Et alors derrière, bah voilà, c'est vraiment difficile à dire. Oui, forcément, Mas, Carapace sont bien placés, mais ils sont pas aériens. Landa, il a marqué le pas aujourd'hui. Florian Lipovic, il est très très fort, mais ça reste un équipier de Roglic. Moi, il y en a un qui progresse de jour en jour et que je vois bien s'inviter au bal pour finir troisième. C'est un Mathias Kjelmose, par exemple, qui était un peu en retrait sur la première semaine de cette Vuelta et qui depuis, bah voilà, bien là. Hein. C'est quasi le meilleur derrière le duo Mas-Roglic. Et on a l'impression que contrairement à Ben O'Connor, il fait l'inverse. Lui, il gère très très bien ses montées. On le voit pas. Il est tout le temps en fond de groupe. Il remonte les morts et finalement avec son punch, il finit quasiment dans la roue des meilleurs. Il est à seulement 2 minutes 30 d'un Henrik Mas au classement général. Alors c'est encore beaucoup, mais Skelmose c'est un excellent rouleur et puis surtout il roule bien aussi, ouais. Et surtout lui, il vise cette Volta depuis le début de l'année. Donc peut-être par rapport à des mecs qui vont marquer le pas. Il pourrait bien remonter, en tout cas il a fait une sacrée remontée, il a l'air très fort et moi je suis pas loin d'en faire peut-être mon favori pour la troisième place. Toujours est-il que voilà, c'est difficile hein, encore Il a du retard quand même. Hein. Il a du retard, mais il y a ce dernier chrono, donc évidemment il va falloir reprendre du temps avant ce dernier chrono, mais j'ai envie de dire que là les niveaux de forme sont en train de s'établir petit à petit et lui on sent qu'il monte en puissance, tandis que certains autres, voilà, Mikel Landa, je commence à le sentir un peu sur la corde raide. Ouais, Carapace, c'est quand même pas transcendant, donc voilà, si je devais me prononcer à ce moment-là, et puis après, bah, les UAE Emirates, à mon avis, ça va être trop compliqué. Ils arrivent à faire des coups sur des étapes, on l'a vu avec Yates qui avait fait une magnifique étape avec Sivakov, mais non, c'est pas assez constant finalement pour jouer. Ça manque de constance, exactement. C'est exactement ça, et ça manque de qualité de descente, les pauvres. Ah là là, ce qu'ils nous ont fait là, la double chute sur l'étape, c'était l'étape, je sais plus, 14, c'était l'étape ou 13, bref, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, pas en grande réussite, mais bah ouais, comme quoi l'équipe UAE. Après, voilà, j'espère qu'ils nous referont. Moi, je pense qu'ils vont toujours animer la troisième semaine. Hein. Là, ils sont plus dans le coup sur les pour le général, mais voilà. Puis de toute façon, Marc Soler a décidé d'attaquer tous les jours, donc il est là. Puis ils vont se battre pour le maillot du grimpeur aussi avec Jevine, qui est revenu à égalité avec Van Aert après l'étape de dimanche là. Donc ouais, on va les revoir à l'avant, mais c'est sûr que pour la bataille au niveau du classement général, maintenant, ça semble très compliqué. Il y a un coureur aussi, tu parlais de Skelmose qui progressait. Je trouve que David Gaudu aussi faut en progresse parler, hein. plutôt pas mal. Donc ça me semble important d'en parler. On savait pas trop où il en était au début de cette Vuelta. Il était un petit peu loin et puis finalement là, de jour en jour, il s'améliore. Là, il décroche un très beau top 10 sur la dernière étape et il remonte à la 7e place au général. Et clairement, vu les gars, on sait que Lipovic il est équipier. Suffit qu'il y en ait un devant qui pète et on n'est pas à l'abri. Et pourquoi pas rentrer dans les 5 premiers. Alors oui, il y a le chrono à la fin, donc il faudra peut-être augmenter l'avance sur Rodriguez et Skelmose. Le top 5 est peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, il est en train de bien s'installer dans le top 10. Et puis, au-delà de ça, au-delà de la place, au-delà des chiffres, je pense que Gaudu, là, il est en train de se rassurer en se disant que, ouais, en fait, je peux les suivre, les costauds, à la pédale, c'est possible. Et clairement, il est loin d'être ridicule et il monte en puissance. Et ça me ferait vraiment plaisir de le voir encore à ce niveau, voire un petit peu plus sur la dernière semaine, sur les 3 étapes qui pourraient bien lui correspondre.
Ouais, et pour moi, il a une sacrée chance même. Je l'exclus pas du tout pour le podium. En fait, vraiment, c'est ça qui est assez excitant à l'aube de cette dernière semaine, c'est que les niveaux sont assez resserrés et surtout, c'est pas lui il est toujours premier, lui il est toujours deuxième, lui il est toujours troisième. C'est assez variant avec toujours ce point central qui est Roglic, qui a celui qui est à peu près le plus constant, mais derrière, il y en a pas un qui une journée réussit une super performance sans caler le lendemain. Donc ouais, David Gaudu à ce jeu-là, bah lui aussi, hein, il monte en puissance. Il a été malade une grande partie de l'année. Il a eu du mal à trouver sa forme. Donc voilà, il arrive avec pas mal de fraîcheur. On le sait, hein, sur le Tour de France, il a joué les baroudeurs. Il a laissé couler sur pas mal d'étapes. Donc ouais, tout à fait. Bah, il est dans un peu le même cas de figure que Skelmose. Quelqu'un qui a enfin réussi voilà, à trouver un peu un niveau de forme sur cette année. Ouais, je l'exclus pas du tout, David Gaudu. Encore une fois, c'est dur de dire parce que les écarts ont l'air vraiment ténus entre tous ces mecs. Ça fait plaisir d'ailleurs hein, de voir que voilà, ça se joue à pas grand chose, que tout le monde est un peu à l'arraché et que personne vraiment nous sort une perf où tu te dis bon bah c'est foutu, etc. Donc toutes les chances sont bonnes à prendre pour David Gaudu qui était plutôt en deuxième rideau sur la première semaine de la Vuelta et là qu'on retrouve vraiment à la lutte avec les tout meilleurs. Donc derrière encore une fois ce duo on va dire Mas-Roglic qui est un peu dominant en montagne. Pour moi il est dans cette boule de 3-4 coureurs qui suivent directement. Il gère plutôt bien ses montées également, il a bien raison parce que sur cette Volta souvent c'est des montées assez explosives, assez pentues et on le voit hein, ceux qui prennent trop de risques au début, bah ils le payent assez cash à la fin. Donc ouais, en tout cas ça fait vraiment plaisir comme tu dis. Voilà, ça faisait un peu de la peine hein, depuis cet épisode de Paris-Nice l'année dernière en Paris-Nice 2023 où il jouait du Ouais, derrière c'est avec vrai. Pogacar et Vingegaard et on s'était dit oh là David Gaudu après sa quatrième place du Tour, il continue à monter en puissance et puis depuis, ça fait quand même un petit peu enfin, pas de la peine, mais voilà, il a du mal à retrouver ce niveau. Il est souvent malade, il a souvent des problèmes, etc. Et puis il est confronté au fait que bah le cyclisme, voilà, le niveau est de plus en plus élevé. Donc vraiment, ça va lui redonner confiance. Moi, la petite crainte que j'ai, c'est que j'imaginais bien David Gaudu, enfin, en voyant ce qu'il fait là sur un Giro l'an prochain, changer un peu de programme et faire un truc un peu sympa. Je voudrais pas que parce qu'il fait une grosse performance, ton équipe se dise ah ça y est, il est de retour en forme tout de suite sur le Tour l'an prochain. Ouais, Faut on que, n'est enfin pas à voilà, parce l'abri, que ça. voilà, non mais voilà, on n'est Mm, vraiment pas à l'abri. Donc, mm, mm, mais mm. ça prouve quand même que voilà, dans le cyclisme qu'on a aujourd'hui, dominé par ces 3-4 coureurs, il serait peut-être plus intelligent d'aller jouer le général sur un autre grand tour et prendre du plaisir parce que je pense qu'il prend vraiment du plaisir sur cette Mm. Volta et quitte à aller jouer derrière peut-être les victoires d'étape sur le Tour de France qui seront peut-être bien plus marquantes qu'une 10e place au général. Donc on verra tout ça, hein, mais en tout cas ouais, David Gaudu, ça fait plaisir, ça remonte bien le moral des troupes Groupama FDJ qui étaient un peu en difficulté cette saison et ouais, tout est permis. En tout cas, il réussit une super pour l'instant, on va dire aux 2 tiers de la Volta, il a superbement bien joué sa carte et il est encore dans le coup, donc c'est hyper satisfaisant et on savait pas trop quoi en attendre au début de ce grand tour et ben il prouve que voilà, il est pas has-been David Gaudu et qu'il est toujours dans le jeu. Ouais, c'est clair. Et ça fait bien plaisir pour lui en tout cas, et on lui souhaite bien sûr de continuer sur sur ce même état de forme et qu'il nous fasse vibrer sur la 3e semaine. Il y en a un aussi qui a 1 seconde de lui au classement général. Par contre, il est pas du tout sur la même dynamique. Même si, bah non, j'allais dire même s'il a le maillot blanc, mais il vient de le perdre du coup. C'est Lipovic qui l'a repris pour 7 secondes. Là aussi, il y a une belle bataille avec Skelbose aussi qui est dans le coup. C'est Carlos Rodriguez, le leader de l'équipe Ineos, qui était déjà un petit peu passé à côté de son Tour de France, même si c'était pas catastrophique, mais par rapport aux attentes qu'on avait en lui, vu ses performances en 2023. Et là, on se dit, ok, bah du coup sur la Vuelta, il sera peut-être mieux. Et en fait, depuis le début, on le sent pas vraiment dans le coup. Euh, et j'ai un peu peur que la 3e semaine soit longue pour lui. Ouais, écoute, ouais, c'est un petit peu, moi, c'est un peu une déception. C'est un coureur que j'aime bien. Il m'avait impressionné
l'an dernier quand il avait battu Pogačar et Vingegaard là à Morzine, qu'il avait super Ah oui, bien joué son coup une en descente de descente, etc. folie. Enfin voilà, il avait vraiment éclaté l'an dernier, et puis il avait fait un bon début de saison cette année, hein, gagnant une étape au Pays Basque et deuxième du général, vainqueur ensuite quand même d'une course World Tour avec le Tour de Romandie, vainqueur ensuite de la dernière étape du Dauphiné. Donc voilà, il montre quand même beaucoup de belles choses, mais ouais, sur Grand Tour, pour l'instant, cette année, il a beaucoup subi sur le Tour de France, et ouais, c'est quasi le seul là que je vois jamais attaquer. Alors bon, à défaut, il a quand même pas une grosse giclette, hein, donc c'est un peu difficile pour son profil. Mais et puis il est un peu seul, hein, dans cette équipe Ineos, parce que bah voilà, on voit beaucoup Jonathan Narvaez, mais qui est plutôt dans un rôle de baroudeur puncher à l'avant, et le reste de l'équipe Ineos c'est assez aux abonnés absentes. Et ouais, c'est dur pour Carlos Rodriguez d'exister, ça va être très difficile pour lui. Mais il y a une belle bataille pour le maillot blanc, entre lui, Lipovic et Skelmos. Ils sont tous en 15-20 secondes. Donc voilà, mais c'est clair que lui, il n'est pas dans la bonne dynamique. Voilà, il perd des places au classement général. Ça va être dur d'aller chercher ce maillot blanc et un bon résultat. Donc, mais encore une fois, voilà, hein, franchement, il n'y a pas un coureur qui a pas eu vraiment, il n'y a pas un seul coureur qui a pas eu au moins un mini jour sans sur cette Vuelta depuis le début. Les états de Mm, forme sur chaque étape, ils varient. Donc c'est trop dur de dire ouais, ça va être il est sur une pente descendante, etc. Ça se trouve mardi au lac de Covadonga, ce sera lui le plus fort. Donc ouais, je caricature un peu le truc, mais grosso modo c'est un peu ce qu'on vit. Donc pour moi, jusqu'à Skelmos, enfin entre Mas troisième, enfin bon, si j'enlève Ben O'Connor et Primoz Roglic, pour moi, sont bien installés aux deux premières places. À voir pour O'Connor s'il craquera pas. Mais derrière, pour le podium, j'ai quand même l'impression que c'est jusqu'à voilà de Mas à Skelmos, ça fait 7 coureurs qui peuvent encore briguer cette troisième place. Et si O'Connor explose totalement, bah même il met encore une meilleure place sur le podium. Donc tout est très ouvert, et ça, voilà, contrairement au Tour de France où on connaissait le podium au soir de la deuxième journée de repos, bah là, voilà, on en est loin. Il reste 3 étapes de montagne, un chrono. Tout est possible. Tout est possible, effectivement. Et bah, du coup, ça va nous permettre d'enchaîner sur la troisième semaine, sur le programme qui nous attend. Alors, tu viens de le dire, 3 étapes de montagne, un chrono. Donc, ce lundi, c'est repos. Dès mardi, on va arriver au mythique lac de Covadonga, qui a vu tant et tant de coureurs s'imposer au fil des années. Hein. Cette montée s'est vraiment installée. C'est pas la montée la plus dure, hein, bien sûr, mais voilà, elle présente des pourcentages qui sont assez irréguliers, avec un début d'ascension très très difficile, et puis une fin un petit peu plus douce, ce qui permet aussi aux coureurs d'attaquer tôt. On n'est pas dans un style d'ascension où, comme aujourd'hui, dimanche, là, il faut attendre parce que les derniers pourcentages sont terribles, et puis ça se fait un peu naturellement. Là, il va falloir prendre des risques sur certaines étapes si on veut gagner du temps, parce que la fin étant moins compliquée, euh, c'est pas à la fin qu'on va creuser des écarts, donc ça va être intéressant à voir au niveau du scénario et de ce qui va se passer. On n'est encore pas à l'abri, bien évidemment, comme il n'y a pas de grosse formation pour contrôler que les échappés se jouent la gagne. Je pense que ça va être un petit peu une thématique aussi sur cette troisième semaine. Le lendemain, ça devrait être une arrivée au sprint, hein, à Santander, si Groves et Van Aert sont toujours en jambes pour se disputer la victoire. Bonne étape de baroudeur ensuite, hein, sur la 18e étape, Ouais. où clairement là, oui, c'est l'échappée qui va Ouais, se jouer la il va y gagne. avoir énormément de Euh, candidats là pour l'échapper, parce ouais, que c'est un ouais, peu la ouais. dernière étape pour des profils un peu hybrides, qui sont pas grimpeurs mais qui sont pas non plus sprinteurs. Donc à mon avis, il va falloir s'accrocher pour Grosse arriver à prendre bagarre au l'échappée. début. Ouais, c'est sûr, c'est Ouais, sûr. ouais, ouais. Je Et pense à puis, pardon, ouais, je pense à des, tu vois, des ouais, vas-y. Hermans, des Narvaez, des profils comme ça. Ça, c'est sûr que ces mecs-là, ils pensent déjà qu'à cette étape-là. Et puis, à voir si les, les favoris au général décident un petit peu d'accélérer. Il y a une bosse pas très loin de l'arrivée, mais qui est
qui est pas très difficile, donc je pense pas vraiment qu'il se passe grand chose. Surtout qu'il y a 3 étapes hyper importantes qui les attendent. L'étape 19, donc de vendredi, où on arrivera à l'Alto de Monte Cavillo. Là, on a du gros pourcentage. Ça fait 8 km à 9% de moyenne, mais on a plus, voilà, en gros 5 km de suite à 10%. Donc là, va falloir être très costaud. C'est assez régulier, mais ça monte fort. Et ensuite, le lendemain, la veille de l'arrivée, la fameuse étape du Picon Blanco, où là, il n'y a pas un mètre de plat. Clairement, c'est les montagnes russes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Une arrivée très difficile dans le final. Le terrain idéal pour partir de loin, pour partir dans des grandes offensives. Clairement, cette étape va être, c'est impossible de la manquer. Voilà, on vous le dit tout de suite. Et on finira avec un pour clore cette Vuelta, et on va voir si le maillot rouge se joue là ou pas, mais en tout cas, clairement, le podium se jouera là définitivement. Ce serait très surprenant qu'au matin de ce chrono, on ait un podium déjà dessiné. Du coup, Titien, après la présentation un petit peu de cette dernière semaine qui nous attend, j'ai pas envie de te demander où ça va se jouer, parce que clairement, ça va se jouer à plusieurs endroits, mais plutôt comment est-ce que les coureurs, et on va parler des principaux prétendants là, doivent manœuvrer pour gagner. Par exemple, Roglic. Roglic, qu'est-ce qu'il doit faire là sur cette 3e semaine, vu le terrain de jeu qu'il attend pour l'emporter, pour prendre le maillot rouge à O'Connor, et puis pour garder son avance. Ah bah Roglic, il va faire du Roglic. Pour moi, il faut pas prendre de risque pour Primoz Roglic. Enfin, j'en prendrais pas si j'étais lui. Il est trop près au classement général maintenant. Il a rien à gagner. C'est pas trop le style dans cette position. C'est pas trop le style. Il a quand même 2 montées qui lui conviennent bien là, avec les lacs de Covadonga et Moncalvio, qui vont être 2 montées sèches. Pour moi, pas sûr que ce soit le cas au lac de Covadonga, mais au soir de vendredi prochain, il aura le maillot rouge, je pense. Et ensuite, voilà, il va falloir contrôler au maximum. Je suis Primoz Roglic. Là, c'est le danger, c'est l'étape du samedi. On sait que parfois Roglic a craqué dans des grosses étapes, des Paris-Nice, des étapes où ça enchaîne des montées, etc. Voilà, c'est là que ça peut être dangereux de tous les côtés. Ouais. Donc pour moi, il faut qu'il enfonce le clou sur les 2 ascensions sèches qu'on aura dans la semaine, et qui contrôle au maximum pour arriver au pied du Picon Blanco, voilà, encore pas trop entamé, et pouvoir résister. Et je pense qu'ensuite, s'il est maillot rouge au soir de l'étape du Picon Blanco, il aura qu'à dérouler sur le chrono. Il sera d'ailleurs un des grands favoris. Donc c'est pour ça que je pense que Primoz Roglic aujourd'hui, c'est le grand favori de cette Volta. Il a quand même beaucoup d'étapes qui lui conviennent, et surtout il a quand même la meilleure équipe pour contrôler. Cette équipe Bora, elle est pas ultra dominante, mais elle est quand même solide, avec un Lipovic qui est vraiment plus qu'un lieutenant de luxe sur cette Vuelta, qui est encore top 10 du général. Ça va peut-être brider d'ailleurs Lipovic pour le maillot blanc, c'est bien possible, parce qu'ils doivent travailler pour Roglic sur la fin, et ça peut peut-être jouer. Après, pour les adversaires, j'ai envie de dire que pour Ben O'Connor, c'est pareil, c'est ne pas s'enflammer, courir intelligemment. Il est fort, alors peut-être qu'il va totalement s'écrouler. Ça lui conviendra peut-être mieux les étapes vraiment de montagne, plutôt que ces murs à la fin explosifs, où on a vu qu'il a perdu quand même pas mal de temps sur des murs plus courts. Ouais, et puis c'est pareil, Ben O'Connor, pour moi, c'est le meilleur rouleur de ceux qui restent derrière. J'en vois aucun, je me dis, ouais, ça roule plus vite que Ben O'Connor, même si c'est pas non plus un rouleur extra. On a déjà vu Ben O'Connor faire pas mal de top 10 en World Tour sur des courses par étapes en chrono. Donc voilà. Effectivement, ça peut l'arranger, l'étape du samedi. C'est une étape qui va se jouer beaucoup sur l'endurance, etc. Inversement, c'est aussi une étape où, quand t'as trop donné, tu peux complètement exploser de loin. Il a quand même l'avantage d'avoir une équipe assez solide. Donc c'est pour ça que moi, je le vois quand même bien encore, Ben O'Connor, pouvoir finir sur ce podium. Pas gagner, mais finir sur ce podium, parce que les montées sèches, il va perdre du temps, mais voilà, à lui de bien les gérer pour perdre le minimum de temps possible, et de se pointer au départ du dernier chrono en position de se dire, en tout cas, j'ai pas de retard sur mes adversaires directs, même de l'avance, et je suis bon contre la montre, donc je peux gérer. Donc voilà, derrière, pour les autres coureurs, c'est quand même très très compliqué.
En fait, il n'y a pas trop de questions à se poser jusqu'au vendredi. Il va y avoir 2 montées sèches. Bah voilà, il va falloir faire la meilleure Oui, montée c'est les possible. jambes qui vont parler. Par Voilà. contre, derrière, moi, je pense que ça va être un gros bordel le samedi. Des mecs comme Richard Carapace, Ouais. bon, voilà, je vois mettre le Bah bazar. clairement, si lui il est quatrième samedi, il va foutre le feu dans le sens où Ouais. il va attaquer tôt et je sais pas quelle sera la stratégie de son équipe parce que son équipe sur cette Vuelta elle est pas hyper existante. Non, il y en a pas du tout même. Ouais. Il y a Cepeda qui surgit de temps en temps, hein, mais Ouais, c'est tout. voilà. Oui, oui, c'est le rec. On l'a vu un petit peu rouler, mais clairement, ouais, il va. Puis après, lui, ça, on sait que ça lui fait pas peur de partir tout seul si besoin. Et là, ça peut vraiment mettre le bazar. Ça peut mettre des garçons en difficulté. Et moi, je pense que ça va plutôt venir de lui, si jamais il y a tentative de renversement. J'ai peur que si Mas est toujours sur le podium, qu'il la joue défensive, parce que Ouais. Ça resterait un c'est quand résultat même le qui sauverait style. un peu son année, quoi. Et c'est ça, il se satisferait d'un podium sur la Vuelta, sachant qu'il est, enfin pour le moment c'est le deuxième meilleur grimpeur, voire le meilleur grimpeur avec Roglic. Il y a des chances que Mas reprenne encore du temps, par exemple à Carapaz et à O'Connor sur l'étape de mardi et de vendredi, donc il pourrait être vraiment dans une et il devrait être trop loin de Roglic, donc il y a des chances qu'il la joue défensive sur l'étape de samedi. Par contre, ouais, Carapaz. Et après, j'ai peur que Landa, il ait envie de faire pareil, un coup de loin, mais qu'il n'ait pas trop les moyens. Ouais, c'est Franchement, dur je pour pense Landa, que hein. depuis le Giro 2015 où il avait enflammé les dernières étapes, il a jamais réussi à vraiment refaire de coups comme ça. On le sent, qu'il veut bien faire. Là, dimanche, il a mis son équipe à rouler. Ça a bien, voilà, il a envie, mais il manque quelque chose. On voit qu'il est vraiment au max et à la limite. Donc, ouais, j'ai envie de dire que pour moi, l'espoir que tout flambe samedi, c'est Richie. Ouais, et puis les UAE qui vont certainement également nous faire Aussi, un mais gros sur coup une autre course un sur petit une peu. autre Mais ils course, peuvent en effectivement. profiter. Mais ils pourraient en Effectivement. profiter. Mm. Mais c'est ça aussi le danger. Alors, si on a une course ultra excitante, mais on a des mecs qui sont, voilà, enfin, qui ont des niveaux assez similaires. Et qui sont, voilà, ça se tient en 2 minutes entre la troisième et la huitième place du classement général. Donc, qui voudra prendre le risque en se disant, oh là là, Ben si je oui, me crame, c'est le demain il y a le problème. chrono, je peux exploser. Enfin voilà, donc Ben oui. on espère, mais en tout cas l'étape est tracée pour. À part ce Picon Blanco là, alors qu'il y a une très belle ascension, mais moi je me dis aussi, oh là là, si je pars de très loin, les 8 km à 9%, là, je peux complètement exploser aussi. Donc ouais, il y a certains coureurs à mon avis qui vont vouloir enflammer la course, et puis d'autres, bah voilà, qui vont jouer un petit peu plus conservateur, on va dire. Mais effectivement, si le podium, enfin, si au soir du Moncavillo, le podium c'est Roglic devant O'Connor et Mas, je pense que ces trois gars, ils auront tout intérêt à la jouer défensive avec leurs équipes sur cette dernière étape, voilà, pour viser un maximum le podium. Donc, on espère que ça partira dans tous les sens parce qu'on a vu des super trucs dans cette Vuelta, mais les trois favoris au podium, pour moi, feront tout pour que ce soit pas trop le bordel dans cette étape et pour pouvoir faire jouer leur qualité sur la fin de l'étape et être en bonne position au départ du chrono. Donc ouais, je compte beaucoup sur des UAE et sur un Richard Carapace pour mettre le bordel à ce niveau-là. Mais de toute façon, on sera en troisième semaine, en fin de Vuelta, et possiblement qu'il y aura des grosses défaillances. Et puis souvent aussi les dernières étapes de Vuelta, je me souviens de la Vuelta 2015 où Tom Dumoulin était leader du classement général Ah oui. sur une étape un peu comme ça avec pas mal de montées Un et descentes, enchaînement. etc. Et Ouais, puis ouais. c'était Astana qui l'avait harcelé toute la journée, il avait complètement craqué, il avait fini 7ème du classement général, je crois. Donc voilà, tout est possible sur une journée comme ça. En tout cas, bravo. Enfin, c'est chouette que les organisateurs aient placé un truc comme ça en avant-dernière étape parce qu'en tous les cas, on a envie de regarder parce que c'est des étapes où on peut se dire que tout peut se passer. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il y a quand même 4600 mètres de dénivelé, ce qui est vraiment pas rien sur Oui, une c'est Vuelta vrai, je l'ai hyper pas dit tout à exigeante. l'heure en Donc préparant l'étape, en ouais, présentant l'étape. Mais ouais, effectivement, ça fait, ça, ouais, bah, ouais, ça va faire ça fait un mal. paquet. Ouais, surtout que des fois, ils font des étapes comme ça, mais courtes maintenant, où on se dit, allez, ça va être 120 km. Là, c'est quand même 172 km aussi. Ouais. Donc c'est pareil, ça va être une étape qui sera longue.
Et en fin de troisième semaine de Vuelta, clairement, c'est hyper alléchant tout ça. On devrait se Ouais. régaler en tout cas pour cette troisième semaine. Avant de se quitter, on est obligé du coup de se faire un petit prono. Ton podium, Titien. Primoz Roglic pour moi va remporter cette Vuelta. En fait, j'ai deux scénarios. Soit O'Connor explose, soit il explose pas. Le scénario où il explose pas, Ben O'Connor finit deuxième de la Vuelta et Enric Mas troisième. Le scénario où il explose, Enric Mas finit deuxième de la Vuelta et Mathias Kelmose finit troisième. Intéressant. Moi, ouais, je vois Roglic aussi s'imposer. Ce serait très surprenant qu'il défaille. À la deuxième place, Enric Mas, parce que je pense qu'il a une marge en montagne sur ses adversaires. Et je pense que Carapaz va réussir à sortir Ben O'Connor du podium. O'Connor, quand il a pris le maillot, je me suis dit il va exploser. Pour l'instant, il explose pas, mais j'ai peur que si c'est le feu sur cette étape de samedi, O'Connor il peut vraiment perdre gros. Donc voilà. Bon, mon podium. Baptistien, je te remercie. On se retrouvera après cette Vuelta pour débriefer, pour voir déjà si nos prédictions étaient justes. Et c'est pas gagné ça. Voilà, c'est pas gagné en général. Voilà, mais bon, sait-on jamais. Jamais. Et surtout pour parler de ces étapes, voilà, notamment ces 3 étapes de montagne, et puis le dernier contre la montre. Où clairement il y aura du suspense jusqu'au bout. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés jusque-là. Pensez à liker la vidéo comme d'habitude, allez nous suivre sur les réseaux pour suivre nos articles écrits et puis voilà, également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis bien évidemment, on est en 3e semaine de Grand Tour, donc les amis, pensez à vous alimenter car la fringale guette. Allez, salut tout le monde, ciao ciao. Ciao les copains, à la prochaine.